on va refuser des dizaines et des dizaines, même des centaines et des centaines d'étudiants candidats pour être médecins, parfois refusés au concours à un demi-point, d'accord ? Parce qu'il y a ce satané numerus clausus. Et probablement que celui qui rate le concours à un demi-point, il sera toujours mieux formé que celui qui vient d'un pays dont on ne connaît finalement pas le processus de formation. Donc moi je ne comprends pas, si vous voulez, comment on a organisé un véritable remplacement des métiers, je ne sais pas à quel point la médecine diffère selon les pays, mais a priori un médecin est un médecin. Non, mais attendez. Alors peut-être que je dis une grosse bêtise, mais Gérald Darmanin lui-même dit que le système n'aurait pas tenu le choc sans les médecins étrangers pendant le Covid. Attendez, mais moi je n'ai aucun problème avec les médecins étrangers qui effectivement jouent un très grand rôle dans notre secteur hospitalier. Je dis juste que la France avait parfaitement les moyens de former des médecins et d'éviter de piller, parce que c'est de ça qu'il s'agit, de piller les pays d'origine, qui sont souvent des pays... Vous dépossédez du coup certains pays de leur talent aussi. Évidemment, je terminerai par ça, que le gouvernement envisage des cartes de séjour délivrées à titre homéopathique pour des métiers qui sont en tension, je ne vois pas d'inconvénient, mais il faut aussi que le gouvernement nous dise combien de cartes de séjour il va résilier pour les étrangers qui sont sur notre sol et dont le chômage ou le sous-emploi est chronique. Parce que moi, faire venir des gens parce qu'on en a des besoins, moi je vois pas d'inconvénient. C'est important pour l'intégration aussi. C'est aussi Julien Pasquet, c'est aussi positif, oui, mais je trouve, non ? Parce que le problème, c'est que les médecins étrangers qui viennent, il y a deux procédures. Vous avez des médecins étrangers qui viennent en visite et qui sont là pour 1 ou 2 années, effectivement, pour s'entraîner, etc., pour découvrir comment fonctionne notre système de santé. Mais là, on ne parle pas de ça. On parle de médecins qui vont venir et dont la plupart vont rester. Parce que les 30 ou 35% de médecins étrangers qui sont des venus cartes de séjour de 4 ans. Donc, a priori, ils n'ont pas vocation à rester. Le responsable qu'on vient d'interroger il y a un instant, on l'a dit, c'est-à-dire que même les gens qui viennent et qui ne réussissent pas les examens, qu'est-ce qu'on va faire ? On va leur délivrer une OQTF ? On connaît la suite. Bon, je ne dis pas que c'est ce que donnera l'enquête, je dis que c'est la version pour l'instant qui est donnée. La vidéo montre quand même une horde de personnes s'en prendre à une voiture, arracher son drapeau. On peut comprendre, sans l'expliquer, encore moins le justifier, que dans ces conditions, compte tenu de ce qu'on entend, on ne sait pas ce qu'il y aura. Mais que la scène en elle-même soit déplorable, je pense que tout le monde s'accorde là-dessus, mais que ce gamin ait une responsabilité dans cette scène, Non, mais je dis que la responsabilité première, c'est effectivement cette bande de racailles qui attaque la voiture. On ne sait pas ce qui aurait pu en advenir. Est-ce qu'ils auraient sorti le conducteur ? Est-ce qu'ils l'auraient passé à tabac ? On ne sait pas, vous comprenez ? Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est évidemment la vendetta anti-gitan, une sorte de véritable presque semi-pogrom de centaines de personnes qui se précipitent sur des gitans pour passer à tabac, pour taper, etc. Mais où est-on ? J'ajoute que c'est pas du tout une réaction normale en vérité, parce que vous avez d'autres communautés qui ont subi également des pertes. Quand vous avez Ilan Halimi qui a été enlevé par le gang Fofana, c'était des Africains, ou Mireille Knoll, ou Sarah Halimi qui a été tuée également par un immigré d'ascendance africaine. Je ne me souviens pas que la communauté juive ait organisé des pogroms pour aller taper de l'immigré africain ou du maghrébin. Donc toutes les communautés ne réagissent pas ainsi. Non, mais là vous êtes aussi dans un contexte de quartier où une forme de violence règne. C'est bien le problème. De faire cette fracture sociale qu'il évoque. Oui, alors il parle de défiance vis-à-vis de l'autorité, vis-à-vis des forces de l'ordre. Je suis parfaitement d'accord avec lui, sauf que cette défiance n'est pas généralisée. Tout le monde ne crache pas au visage de la police, tout le monde n'émet pas des actes de rébellion. C'est toujours pas tant cracher au visage de la police, là, ces expéditions punitives, c'est notre vengeance, elle ne passera pas par la justice, elle ne passera pas par l'État, elle ne peut que passer par nous parce que nous ne pourrons pas avoir confiance. Voilà en gros ce qui semble être certains pensé. raisonnent comme ça, c'est parce que effectivement certaines communautés sur notre sol, je dis pas toutes, déjà le mot communauté, moi mérisse, mais utilisons-le pour la facilité du langage, certaines communautés se pensent en véritable petite nation, petit peuple à l'intérieur de notre peuple. Parce qu'il y a ce sentiment d'appartenir à un territoire, de devoir le défendre. Exactement. Et donc la défiance vient de ces communautés qui s'érigent en peuple dans le peuple et qui refusent l'autorité et les forces de l'ordre du peuple majoritaire de la nation française. Ce sont des petites nations au sein de la nation. Et en même temps, qui a mis des ressortissants étrangers dans un même endroit et après on s'étonne d'avoir créé des communautés, des gens
qui veulent défendre un territoire. Le coup, c'est la faute de la France. J'essaie d'apporter des contre-arguments. C'est pas la faute, non. Le coup de dire c'est la faute de la France, c'est nous qui sommes responsables de ce bazar. Non, les élites françaises et la politique migratoire sur 40 dernières années, effectivement, peut être responsable de cela. Mais en l'occurrence, la France fait beaucoup pour ses publics. À travers la politique de la ville, on a déversé des milliards pour les relier à travers les réseaux et les transports en commun au centre des villes, à construire des gymnases, des lieux de vie, etc. Excusez-moi, non, la France Karim Zeribi. Effectivement, on a des noyaux durs qui posent problème, et c'est les mêmes qui posent problème pour le trafic de drogue, c'est le même qui pose problème. C'est toujours les mêmes communautés, pour faire l'économie parallèle. C'est toujours les mêmes communautés. Mais c'est eux c'est ces communautés qui sont parquées dans les quartiers. Si tu avais mis des Écossais ensemble dans les quartiers depuis 40 ans, donc est-ce que il y a un quartier chinois, t'as vu combien de rébellions? Non mais le quartier chinois, eux ils vivent communautarisés, donc en marge de la société, et là ça te pose aucun problème. Là il n'y a pas de communautarisme. Parce qu'ils emmerdent personne, excuse-moi. Parce qu'ils emmerdent personne. Le communautarisme, c'est pas ils cassent rien, ils cassent rien, ils tirent pas sur la police, ils balancent pas des pavés sur les flics. Oui, il faut faire attention à ce concept de bénéfice de la SNCF. Il ne faut pas oublier que l'État a quand même mis pas mal de ronds dans cette entreprise. Il y a une soulte annuelle qui est versée par l'État. Là, l'État a repris la dette. Donc bon, effectivement, ça fait apparaître de manière comptable un bénéfice cette année, mais c'est plutôt un artefact en fait, parce que vu la somme d'argent que le contribuable français met dans cette entreprise, structurellement, la SNCF vit quand même sous perfusion de l'État et du contribuable français. Et cela est dû effectivement à une mainmise d'une sorte de mafia syndicale sur cette entreprise depuis des dizaines d'années qui provoque une véritable gabegie et qui tue véritablement cette grande entreprise nationale. Alors qu'il y ait une grève des usagers, c'est très bien. Ça permet au moins de montrer que l'usager aussi compte. Et puis accessoirement, cette grève qui est une grève du billet pour les abonnés, attention, il faut rappeler que les abonnés, en fait, ils ont donc un abonnement annuel qui leur permet de payer moins cher, 25% de moins ou 50% de moins en fonction des abonnements, le billet. Donc, lutter à la fois contre les excès des syndicats de la SNCF tout en augmentant son pouvoir d'achat, fallait y penser. Non, mais c'est par rapport à ce que disait Karim Zeribi. C'est vrai qu'effectivement, la SNCF, canal historique, a été morcelé en plusieurs entreprises. Mais c'était toujours une logique comptable qui était à la manœuvre. C'est-à-dire qu'on a fait de la société réseau une sorte de structure de défaisance pour en faire la société la plus endettée, pour faire apparaître dans les sociétés exploitantes des bénéfices. Voilà, donc la logique reste la même. Et ce n'est pas que la SNCF où l'on a fait ça. Il y a d'autres entreprises publiques qui ont souffert du même mécanisme. Vous comprenez, ces revendications des médecins, elles sont légitimes. Les médecins français sont à bout de souffle. Alors, il faut distinguer deux choses. Il faut distinguer effectivement un état catastrophique du système de santé, dans lequel il y a eu un sous-investissement chronique à la fois en personnel et en moyens matériels, etc., qui fait qu'aujourd'hui, l'hôpital public est en cours d'effondrement, avec des points d'effondrement dans les urgences, par exemple, ou certains services. Et ça, effectivement, moi, ce qui me fascine, si vous voulez, c'est que sur les 5 ou 6 dernières années, les ministres qui, normalement, sont en charge de la politique de santé de la France se sont mués en communicants, en spectateurs du naufrage, en attribuant, comme disait Ludovic Toro, la responsabilité à tout le monde, sauf à eux-mêmes, alors qu'eux sont aux manettes. C'est eux qui sont responsables du programme de santé. Moi, j'attends un ministre qui vient devant les Français en disant, voilà, ça fait 2 ans, 3 ans que je suis ministre. Quand j'ai pris le ministère, voilà quel était l'état de l'hôpital, voilà quel était le nombre de médecins et d'infirmiers, voilà quelle était la situation d'engorgement à l'hôpital. Et au cours de ces 3 années, présenter un bilan comme quelqu'un dans une entreprise, comme dans une PME ou dans une grande entreprise, il y a des bilans annuels de ce qu'a fait le PDG. Qu'est-ce qu'a fait le ministre ? On a infantilisé les Français, on les accuse d'être responsables en leur disant « vous n'allez pas aux urgences ». On a surtout applaudi nos soignants, mais on ne leur a pas rendu la monnaie de leur pièce. On a jeté les responsabilités sur le médecin, on traite tout le monde de tir au flanc, de profiteurs, tout ça pour masquer finalement l'incurie et l'impéritie des responsables. Alors c'est le cas de la santé, mais on pourrait élargir à d'autres domaines. Mais oui, c'est tous les domaines du régalien qui en France s'effondrent à la faveur
de ces incompétents notoires qui nous dirigent depuis des années. Quant à la revendication de l'augmentation à 50 €, elle paraît un peu osée. Ça signifierait un doublement, si vous voulez, du prix de la consultation. Il faut se rappeler quand même que là, c'est un prix qui est un peu particulier, le prix de la consultation. C'est l'assurance maladie qui paye. Vous savez que les Français sont quasiment les Européens qui payent le moins cher leur consultation de médecin. Je voudrais que je vous soumette cette infographie, je vous laisse poursuivre votre raisonnement. Mais regardez, parce que c'est important de se comparer à nos voisins pour voir si les revendications des médecins sont intelligibles ou pas. C'est 25 € chez nous, c'est 27 € à peine plus en Belgique, mais c'est 75 en Allemagne, 100 en Suisse, 50 à 80 en Italie. Vous voyez, c'est plus cher partout, en Espagne, au Portugal, que dire du Royaume-Uni où ça peut aller jusqu'à 315 €. Oui. Donc on se dit, le doublement du prix de la consultation, ça paraît logique du point de vue du médecin. Alors qu'en est-il pour les patients? D'ailleurs, on va entendre quelques Français dans un instant, mais je vous laisse poursuivre. Attention à ces comparaisons. Regardez cette carte. Oui, mais tout à fait. Mais ça, là, vous comparez la superficie qui est le prix, mais on ne connaît rien des systèmes de santé qu'il y a derrière, des conditions de travail des médecins, etc. Donc il faut procéder des chiffres à prendre un peu avec des pincettes. Donc ça coûterait, en cas de doublement, 7 milliards d'euros à l'assurance maladie. Alors moi je dis pas de problème, mais dans ce cas-là, étalons-la sur 5 ans, cette augmentation. On ne peut pas comme ça du jour au lendemain augmenter. Mais vous savez aussi que les médecins, et je parle sous le contrôle de Ludovic Toro, ils réclament 50, c'est parce qu'ils savent qu'ils vont avoir 30 ou 35. C'est comme ça que ça marche, une négociation. Je terminerai juste terminez, puis je voudrais entendre Karim Zerébi et Alexandre Devecchio également. Attention, parce que, encore une fois, le prix de la consultation est payé par la collectivité. C'est comme si on imagine un boulanger, d'accord, qui augmenterait le prix de son pain, mais le pain est remboursé par l'État. Vous imaginez, le modèle économique n'est pas du tout le même. Le pain remboursé par l'État. Mais j'avais juste une question. Je croyais que la souveraineté européenne devait permettre justement de nous rendre souverains en matière médicamenteuse et dans d'autres domaines. Qu'est-ce qui se passe? Mais vous ne me regardez pas comme ça. Attendez, attention. Moi, je vous dis tout simplement. Attendez. On a combattu la souveraineté française dans tous les domaines au nom de la sacro-sainte construction communautaire. On en est où? Aujourd'hui, il n'y a pas de souveraineté européenne. Et effectivement, l'Europe... Attends, je termine. L'Europe ne nous a pas permis de nous protéger. Bien au contraire, ça a été un accélérateur de notre désindustrialisation. Et effectivement, l'industrie du médicament n'y fait pas exception, malheureusement. C'est du bon sens, pardon, mais là, gauche, droite, ce que vous voulez, il y a un moment, il faut un peu de bon sens, quoi. Je suis désolé. Un traitement chirurgical en fonction des familles. Vous avez effectivement des familles où vous avez une mère seule qui élève une fratrie. Puis des familles qui ont explosé, l'emprise des réseaux sociaux. Prenons ce cas, vous avez une mère seule qui élève 3 enfants. Il y en a 2 qui réussissent très bien à l'école et l'autre part en vrille. Il s'acoquine avec des trafiquants, etc. Et qu'est-ce qu'on fait alors? Juste parce qu'il y a un mouton noir dans la famille, tout le reste de la famille va payer? Non, c'est pas raisonnable. En revanche, vous avez des cas où des familles normales, avec un père, une mère, où là, effectivement, les parents sont responsables de leur... Voilà, pardon, oui, normal. Excusez-moi. Vous êtes quasiment en 2023, Jean-Michel, n'oubliez pas. J'ai oublié de déconstruire mon langage, excusez-moi. Voilà. Non, mais donc dans ce cas-là, dans le cas de ces familles-là, là encore, alors, si les parents sont démissionnaires, il faut enlever l'enfant qui pose problème ou les enfants qui posent problème et les mettre en centre éducatif fermé. Mais pour cela, il faut multiplier le nombre de centres éducatifs fermés et il faut évidemment couper les allocations familiales pour les enfants qui sont concernés par ces mesures. Mais on ne peut pas, là je rejoins ce que disait Ludovic Toro, on ne peut pas avoir une mesure macroéconomique systématique, automatique, parce que derrière, il y a des réalités humaines qui sont extrêmement différentes. La loi doit s'adapter, mais si vous voulez, le problème, c'est un problème plus large. Vous parliez très mais on ne peut pas apporter la même réponse à un enfant qu'à un adulte. Ça, c'est sûr, mais quand même, qu'est-ce qu'un enfant? À partir de quel âge il devient un adulte? Enfin, je veux dire, considérer comme toujours aujourd'hui l'excuse de minorité jusqu'à 18 ans, excusez-moi, l'ensauvagement de la société, qui se fait d'ailleurs en grande partie par l'ensauvagement des mineurs, et je ne parle pas simplement des mineurs étrangers isolés dont on connaît la contribution à la délinquance et à la criminalité, je parle de l'ensemble des mineurs. La loi ne peut pas rester. Je ne vois pas pourquoi, si vous voulez, on fait évoluer la loi pour des raisons sociétales, etc., en vous disant la société change, et sur ce seul point, maintenir un cran d'arrêt en disant ça ne peut pas changer. Si la loi doit suivre la société, elle doit la suivre aussi sur cette affaire-là. C'est vrai. Et c'est presque non-assistance à personne en danger, pour aller là encore dans le sens de ce que disait Karim Zerébi, si vous ne
sanctionnez pas, si vous ne freinez pas des parcours de délinquance, vous laissez basculer des jeunes dans des destins auxquels ils auraient pu échapper. Donc c'est de la non-insistance à personne en danger d'une certaine façon. Mais encore une fois, le problème, vous avez cité en début d'émission la crise des vocations. Mais pourquoi il y a une crise des vocations sur la police, sur l'instituteur, sur le professeur, etc. C'est parce qu'il y a une crise de l'autorité. Si vous n'avez pas d'autorité, vous n'avez pas de vocation. Or, aujourd'hui, le père, on est des familles sans père, on va à l'école, le prof, ça devient un pote. La police, lorsque on vous demande de vous arrêter, vous brisez le barrage et vous faites un refus d'obtempérer. Il n'y a plus de limite. À quel moment, en fait, un enfant, quand il commence à être adolescent, à quel moment il rencontre une limite qu'il arrête? Et c'est certainement pas la justice, avec un tiers de juges de gauche, qui fait appliquer la limite. Bon, taux de chômage est bas. Bon. Logique ou pas logique? Non. Enfin, non, logique, oui, logique, mais le problème, c'est que pour le coup, la logique est trop macroéconomique. C'est-à-dire que vous avez quand même des différences très importantes entre les régions. Enfin, trouver un travail dans la région de Toulouse qui est très dynamique, c'est pas la même chose que trouver du travail dans le bassin lorrain totalement désindustrialisé ou dans la Creuse. Donc peut-être qu'on aurait dû adapter le taux de chômage, non pas au niveau macroéconomique, mais au niveau plutôt régional et aussi sectoriel. Oui. Je veux dire, vous avez des secteurs très dynamiques où il y a d'ailleurs une pénurie de main-d'œuvre, comme la restauration, le bâtiment, on en parle souvent. Trouver un travail dans ces secteurs-là, c'est pas trouver du travail dans d'autres secteurs qui peuvent être plus engorgés. Donc la logique est trop généraliste. La deuxième chose, c'est que... Mais il y a un cercle vertueux si on veut que la France se redresse, travaille. Et puis le taux de chômage, la variable du taux de chômage, c'est la variable pivot de cette réforme. À mon avis, c'est très dangereux parce qu'on sait très bien que le taux de chômage, quand on lui dit qu'on est presque en plein emploi, excusez-moi, c'est une blague. On n'est pas en plein emploi. Vous avez des tas de personnes qui ne sont pas comptabilisées dans les statistiques du chômage. Ceux qui sont au RSA ne sont pas classés. Les faits travailleurs découragés ne sont pas classés non plus. Donc on peut artificiellement faire baisser le chômage par des outils comptables avec des stages bidons, etc. et venir ensuite s'en prévaloir pour baisser la durée d'indemnisation. Donc la réforme me paraît quand même très bancale et très osée et très risquée. Gargantua, allez on y va. Et après 30 minutes, il m'a demandé mais tu as pas faim? Et regardez la suite sur les réseaux sociaux parce qu'après il raconte à 3h du matin qu'il monte sur une moto pour aller chez Johnny Hallyday sous la pluie en chemise et qu'au bout d'1 heure de moto il dit c'est quoi l'adresse à John Malkovich, il sait même pas où il va, ils finissent par trouver l'endroit, enfin bon. C'était une soirée exceptionnelle séquence et joyeux anniversaire à Gérard Depardieu. Oui, on est en retard. C'était une soirée quinoa? Oh là là. Une soirée quinoa? Ouais. Excellent.